Je m'appelle Muriel Salles, je suis historienne et maîtresse de conférences à l'université Claude Bernard Lyon 1. De toute façon, les femmes n'ont rien à faire dans le monde sportif, alors pourquoi diable voulez-vous qu'on s'intéresse à un phénomène qu'en plus on considère comme assez dégoûtant? Le sujet des règles dans le monde sportif, c'est une façon de poser aussi la question de la place des femmes dans le monde sportif. Et ça paraissait opportun de traiter ce sujet-là maintenant, en 2023-2024, parce que les derniers JO, c'est pour la première fois pour la France une délégation d'athlètes paritaire, avec autant de femmes que d'hommes. Et ça aussi, c'est symptôme de quelque chose. Voilà, la place des femmes dans le monde sportif, c'est pas gagné. Mais les choses ont quand même beaucoup évolué, plutôt favorablement. En tout cas, il y a une mobilisation autour de ces enjeux de visibilité des femmes. Et donc, qui dit visibilité des femmes dans le monde sportif, dit aussi visibilité de certaines problématiques féminines. Et les règles sont emblématiques de ces problématiques corporelles et féminines qui concernent les sportives au premier chef. Ça devient un sujet d'étude et un sujet de mobilisation de manière très récente. On peut peut-être donner quelques dates. 2015, on commence à parler de précarité menstruelle. 2016, on crée une journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Et 2016, c'est aussi la date à laquelle la TVA passe de 20 à 5,5% sur les produits de protection d'hygiène menstruelle. Donc il y a une actualité sur la question des règles et il apparaissait que la question des règles, elle restait un impensé dans le monde sportif, d'où l'idée d'aller interroger ce sujet-là dans le sport plus particulièrement. À partir du 19e siècle, on construit tout un discours médical qui conçoit les femmes comme effectivement d'éternelles malades. C'est-à-dire que tous les phénomènes corporels qui sont spécifiques des femmes, les règles, ou l'absence de règles d'ailleurs, la puberté, la grossesse, la ménopause, sont envisagés comme des phénomènes caractéristiques d'un dysfonctionnement, des maladies, quoi. Voilà. Alors ça s'explique assez bien pour au moins deux raisons. D'abord, le fait que, je le disais tout à l'heure, les savoirs sont androcentrés, c'est-à-dire que c'est des hommes qui portent un regard sur des corps de femmes et qui, du coup, ont un regard plutôt dépréciatif parce que cette science du 19e siècle, elle s'élabore dans une société qui est une société misogyne. Voilà, ils ont beau être scientifiques, c'est des hommes de leur temps. Donc la société portant un regard misogyne sur les femmes, les scientifiques portent un regard misogyne sur les femmes. Bon, donc ce regard androcentré, il est dépréciatif. Puis il faut dire aussi qu'au 19e siècle, on a quand même un peu intérêt à construire les femmes comme des êtres dysfonctionnels, parce que le 19e siècle, c'est le grand siècle de l'exclusion pour les femmes en France. Et en Occident de manière générale, mais voilà. Exemple, le Code civil de 1804, le Code Napoléon, qui dit quand même que les femmes sont d'éternels mineurs et qui justifie ça en disant que sont exclus des droits civils et politiques les femmes, les criminels, les débiles mentaux. Donc ça dit bien dans quelle façon on considère les femmes. Et puis ensuite, il y a le fait qu'en 1848, on a créé un suffrage universel masculin, et les femmes ont été exclues, et il faut trouver des raisons de les exclure. Et donc du coup, c'est assez facile de dire les femmes n'ont pas leur place en politique, les femmes n'ont pas leur place à l'université, parce que les femmes n'ont pas un cerveau et un corps qui fonctionnent correctement. Donc ce discours-là, il va servir l'exclusion scientifique et politique des femmes. Je crois que c'est important de dire qu'il y a très peu d'études sur les règles de manière générale. Et puis, il y a aussi peu d'études sur les règles dans le monde sportif. C'est lié au fait que le sujet est tabou, qu'il y a tout un imaginaire de l'impureté autour du sang des règles, et que donc, du coup, aller travailler sur ce fluide corporel-là, ça intéresse assez peu de chercheurs, et je dis les choses au masculin parce qu'il y a aussi cet aspect androcentré des savoirs scientifiques qui font que si c'est les hommes qui posent exclusivement les questions scientifiques, les hommes n'étant pas concernés par le sujet des règles, ils s'intéressent assez peu au sujet. Et donc, bon, ça, on a un indice par exemple très fort de ça, c'est le fait que la composition exacte du sang des règles, elle est connue depuis 2007. Ce qui est quand même incroyablement récent. Il s'explique entre autres par le fait qu'il y a des femmes aujourd'hui qui font de la recherche, et puis le fait quand même que le tabou
autour de ce fluide impur recule un peu. Parce que d'abord, faut le dire quand même, pendant assez longtemps, les femmes ne sont pas très légitimes à participer au mouvement sportif, à avoir des activités physiques. Voilà, on en a des exemples multiples. Alors, si évidemment, si on remonte au 19e siècle, là, les discours sont très connus sur l'incapacité corporelle des femmes, ou éventuellement, si on veut bien leur concéder la possibilité de faire du sport, il faut que ce soit du sport qui soit susceptible d'entretenir leur corps de femme. Ça veut dire leur corps de mère, donc il faut qu'elles aient une condition physique suffisamment bonne pour être des mères satisfaisantes. Voilà. Il ne s'agit certainement pas de performance sportive, mais même plus récemment, enfin, voilà, moi j'aime bien rappeler l'épisode qui est connu de la première participation d'une femme au marathon Boston. Bon, cette femme-là, elle fait l'objet d'un interdit, elle est prise à partie très violemment, enfin, et les réactions quant à la participation d'une femme à ce marathon-là, elles sont très, très révélatrices du fait qu'on a un monde sportif qui est hostile aux femmes. Donc, ce monde sportif hostile aux femmes qui ne s'intéresse pas à des phénomènes corporels féminins, c'est pas très surprenant finalement. Le fait que les cycles menstruels ne soient pas pris au sérieux, ça traduit bien le fait que si les femmes rencontrent des difficultés dans le cadre de leur pratique sportive, en fait, on s'en fiche un peu. L'idée, c'est de dire peut-être aussi que dans le monde sportif, comme dans le monde professionnel ou dans le monde politique, ça a marché comme ça pendant très longtemps, les femmes doivent être, et je le dis intentionnellement au masculin, des sportifs comme les autres. Donc, où ce qui pourrait faire leur spécificité doit être invisibilisé ou tu. Faute de quoi, ces spécificités elles vont faire l'objet d'une interprétation dépréciative. En fait, la biologie, quand elle est, et les spécificités biologiques des femmes, quand elles sont prises en considération, c'est toujours à leur détriment, contre elles en fait. C'est un peu tout ce qu'on dira de votre biologie pourra être retenu contre vous, on pourrait dire ça comme ça. Quand j'écris « le sujet n'est pas digne », c'est d'abord effectivement une formule qui a vocation à faire réagir, c'est un peu de la provocation, ça n'est évidemment pas mon avis sur ce point-là. Hein. Mais quand je dis « le sujet n'est pas digne », c'est au moins à deux égards. D'abord parce que le sujet des règles, d'ailleurs qu'on peine souvent ne serait-ce qu'à nommer, on a plein de formulations un peu contournantes, un peu dépréciatives aussi, voilà. Parler des règles, c'est parler d'un sujet, voilà, c'est de l'impureté, c'est un peu dégoûtant, c'est quelque chose qui est frappé du sceau, du tabou, de la honte. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment les femmes ont quand même de la peine à évoquer ce sujet en public. Ça dit bien que voilà, il y a une forme de honte associée au sujet, et ça, c'est un premier motif d'indignité. Et puis, le deuxième aspect, c'est précisément, c'est un sujet qui concerne les femmes. Les problématiques féminines dans le monde sportif, on a quand même longtemps préféré les ignorer, et ça, c'est un deuxième motif d'indignité. Mon avis à moi, c'est qu'il faut au contraire s'intéresser à ce sujet-là, parce que quand on commence à donner de la dignité à ce sujet-là, on fait de très belles découvertes. En 2022, l'enquête menée par une marque de produits d'hygiène intime auprès d'un panel de 1000 sportives françaises, professionnelles et amatrices, montre ainsi que 51% d'entre elles redoutent la fuite lorsqu'elles se livrent à une activité sportive. 57% des participantes à une étude de 2021 indiquaient avoir renoncé à pratiquer une activité sportive en raison de leurs règles. Alors, ce passage-là, il me paraît important, au moins pour deux raisons. La première, c'est peut-être qu'il permet de montrer quelle est exactement la nature du problème. Hein, quand on dit les sportives et leurs règles, de quoi il s'agit en l'occurrence. Et en fait, il s'agit majoritairement, parce que c'est 51%, d'un souci ou d'un risque de fuite. Ce qui est quand même un problème qu'on pourrait considérer comme très anecdotique, sans gravité, et surtout un problème auquel il paraît très facile de remédier. Enfin, on n'est pas en train de parler de douleurs pelviennes hyper invalidantes, on est juste en train de dire qu'on a des sportifs qui n'ont pas envie,
quand elle joue en blanc à Wimbledon par exemple, d'avoir une tache. Bon. À l'heure où il existe quand même des produits d'hygiène menstruelle assez nombreux, et par exemple où on développe des culottes menstruelles dont l'efficacité a l'air réelle, on se dit qu'on a là un problème vraiment très très anecdotique, et c'est ça qui empêche les femmes. Moi je trouve ça un peu navrant, quoi. Sans compter qu'après tout on pourrait se dire, bon, s'il y a tâche, il n'y a pas de drame. Bon, sauf que là encore on a des exemples de moqueries dans la cour de récréation ou de commentaires sur les réseaux sociaux qui montrent bien que si une femme qui a une tache de sang, de règles à l'entrejambe, ça fait encore l'objet d'une visibilité qui est très dépréciative. C'est une espèce de charge mentale, surtout que je ne sois pas tachée. Bon. Puis la deuxième chose, c'est le fait qu'on a des sportives, et je tiens beaucoup à l'idée que ce soit des professionnelles et aussi des amatrices qui renoncent à pratiquer une activité pendant leurs règles, parce que ça permet de voir comment, à partir d'un problème qui est très anecdotique, somme toute, avoir une tâche, il n'y a pas de drame, quoi, et ben, les conséquences peuvent être à peu près tout sauf très anecdotiques. Parce que quand on voit que des femmes ou des jeunes filles voilà, renoncent à des activités physiques, ça veut dire qu'on va avoir une problématique de santé publique. Alors on le sait en population générale, hein, on sait que la sédentarité, ça va être un très gros problème de moyen terme. Moi je travaille sur ces sujets, notamment de santé cardiovasculaire des femmes, et les cardiologues d'aujourd'hui vous disent on est en train de se préparer une épidémie de maladies cardiovasculaires dans les années qui viennent, parce qu'on a beaucoup baissé l'activité physique des jeunes gens et des jeunes filles, mais cet empêchement de pratiquer une activité physique est encore plus dramatique pour les jeunes filles. Donc, on peut s'inquiéter, cette fois-ci, on ferait mieux de s'inquiéter du cœur des jeunes filles que de cette histoire de tâche qui paraît presque une plaisanterie, en fait. Si on regarde des choses de manière un peu concrète, si on interroge des jeunes filles aujourd'hui, est-ce qu'elles sont à l'aise pour parler du sujet des règles ailleurs que dans l'intimité familiale? J'ai quand même le sentiment que non. À preuve de ça, le fait qu'il y a nécessité d'intervention, d'associations en milieu scolaire pour lever le tabou des règles. S'il y a encore besoin de lever le tabou des règles, c'est bien que ce tabou continue d'exister. À preuve de ça aussi, le fait que par exemple dans beaucoup d'établissements scolaires, accéder à des espaces de toilettes qui soient satisfaisants, et je ne parle même pas d'accéder à des protections périodiques qui soient éventuellement mises à disposition, c'est encore un sujet qui est pas pensé, les toilettes sont pas propres, elles sont inexistantes, elles ferment mal, et évidemment il n'y a pas de serviettes ou de tampons à disposition. Bon. Donc côté jeune fille, est-ce que le tabou est levé? J'en suis pas certaine. Est-ce que les garçons arrêtent de se moquer? Est-ce que les filles ont moins peur de se tacher que quelques décennies en arrière? Je suis pas sûre. Côté monde professionnel, on pourrait réfléchir de la même façon. Est-ce que le tabou est tombé? Bon, moi, avec des étudiantes de Sciences Po, j'ai conduit à une exploration, enfin, une étude exploratoire autour du congé menstruel dans une institution à Lyon. Et ce qu'on relève en interrogeant des bénéficiaires du congé menstruel, c'est qu'elles sont gênées à l'idée d'évoquer leur problématique de règles avec un supérieur hiérarchique. Donc, ça veut dire que chez des adultes, là aussi, le sujet est pas, le tabou n'est pas tombé, clairement. Donc, est-ce que la société est prête à en entendre parler? Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut faire bouger les lignes? En revanche, là, oui, moi, je crois, mais ça veut dire qu'il faut être pédagogue, ça veut dire qu'il faut diffuser des messages, ça veut dire qu'il faut donner à voir aussi. Mais là aussi, il y a des indices un peu intéressants. Je veux dire, le sang des règles qui est bleu dans les publicités à la télévision jusqu'à très récemment, 2022 je crois, c'est révélateur du fait qu'on a là quelque chose qu'on ne voulait pas voir, quoi. Du sang rouge, surtout pas. Les athlètes professionnelles, elles ont un vrai rôle, peut-être on peut utiliser ce terme-là, d'influenceuse à jouer.
évidemment. On l'a vu par le passé, les sorties de Serena Williams et le fait qu'elle utilise des tenues sportives qui sont inhabituelles, ça a fait bouger les lignes. C'est parce qu'il y a des tenniswomen qui ont dit qu'elles redoutaient de jouer en blanc qu'à Wimbledon, on a renoncé à l'obligation du dress code en blanc. C'est à elles qu'on tend le micro. Voilà. Après, il ne faudrait pas limiter la réflexion sur la question des règles dans le monde sportif aux seuls sportifs de haut niveau, voilà, parce que l'immense majorité des sportives ne sont pas de haut niveau et parce qu'il y a un vrai enjeu à encourager et même à augmenter la pratique sportive ordinaire, j'allais dire, voilà, des sportifs qui sont des sportifs non professionnels. Les innovations peuvent changer la donne, évidemment, pour peu qu'on les fasse connaître. Par exemple, moi je pense que la culotte menstruelle, qui est quand même une innovation, on n'est pas dans la high-tech, hein. Enfin, on est dans une innovation textile relativement simple et aussi accessible financièrement quand même. En plus, on est dans une innovation qui répond aujourd'hui à un certain nombre de préoccupations par rapport à des enjeux de développement durable. Donc voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que le mot innovation, il n'est pas forcément synonyme de grande technicité, de grande complexité ou de coûts très importants. Donc oui, les innovations, elles changent la donne. Culotte menstruelle, par ailleurs maillot de bain menstruel, parce qu'on peut se baigner sans recourir à des protections périodiques internes comme le tampon ou la cup par exemple. Et ça change beaucoup la donne pour des jeunes filles, pour lesquelles c'est quand même pas si évident que ça d'aller mettre un tampon par exemple. Il y a aussi des enjeux de sensibilisation et de changement du discours. Par exemple, cette idée selon laquelle, pendant ces règles, on serait encore plus vulnérable que d'habitude et que du coup, il vaut mieux rester sous la couette avec une bouillotte. Alors, quand on a des douleurs de règles très importantes, des règles très invalidantes, donc une vraie problématique et une pathologie, évidemment, mais on va mettre ces situations de pathologie à part. Pour l'ordinaire des douleurs de règles, ça je crois que c'est un message important à faire passer, l'activité physique est favorable. Parce que quand on fait du sport, on a une augmentation de sa sécrétion d'endorphines et ça c'est des hormones qui améliorent l'humeur mais qui permettent aussi de mieux gérer la douleur. Parce que faire une activité physique, ça accélère la circulation sanguine, ça met la musculature en mouvement et que ça permet de détendre les muscles utérins ou les muscles pelviens. Donc il y a un vrai changement de discours là à avoir et par exemple je pense que les professeurs d'EPS pourraient porter ce discours-là. Mais pour l'instant, les profs de PS, ils ne sont pas formés et ce à quoi ils font essentiellement face, c'est à des jeunes filles qui ont des dispenses de sport au moment où elles ont leurs règles, alors que précisément, je pense que là, il y aura un discours avec une bascule à 180 degrés qui ne serait pas très compliqué à faire, mais qui pourrait vraiment changer la donne. Tout ce discours très dépréciatif, très douloureux autour des règles, encore une fois, il y a des problématiques douloureuses et il faut les prendre en considération, mais pour l'ordinaire des douleurs de règles, il y a un vrai message à faire passer pour dire aux jeunes filles, non, les règles, ce n'est pas une invalidité. On peut au contraire se mettre en mouvement et aller mieux, précisément parce qu'on bouge au moment où on a ses règles. L'ouvrage Règles et sport, un sujet qui fait tâche, c'est un ouvrage qui est facile à lire. C'est un petit livre qui se lit en quelques heures et c'est un livre que moi j'ai voulu pédagogique avec des exemples concrets, avec des pistes pour agir et pas seulement des explications théoriques. Donc à ce titre-là, je pense que c'est un ouvrage qui peut être mis, j'allais dire, presque entre toutes les mains. À mon avis, les ados peuvent lire ce livre. Mais pas que. Et puis, je pense que c'est important de lire ce livre aussi parce qu'il prend à bras-le-corps un sujet d'actualité, voilà, la question des règles au-delà du monde sportif, parce que le congé menstruel, parce que la précarité menstruelle, parce que voilà, il y a une actualité autour de ces questions-là. Il permet de prendre ce sujet-là à bras-le-corps et de montrer comment, en fait, il y a des discours qui existent, qui n'ont jamais été vraiment interrogés. Tous les discours qui tendent à considérer que les règles sont un moment de vulnérabilité, que les règles sont forcément accompagnées de douleur, que les règles sont forcément susceptibles de fragiliser les femmes, tous ces discours-là, ils sont diffusés et jamais interrogés.
Et quand on va creuser le sujet, on se rend compte que les règles ne sont pas un symptôme de dysfonctionnement, qu'on peut faire des choses pour aller mieux pendant ces règles, et même peut-être d'ailleurs qu'on peut changer radicalement le discours sur les règles en considérant que non seulement c'est pas négatif, mais c'est même quelque chose qui est positif et un signe de bon fonctionnement du corps des femmes.